Donc, c'est bon, l'enregistrement a commencé. Comme je viens de le dire aujourd'hui, on va avoir le deuxième algorithme qui concerne la recherche du plus court chemin. C'est l'algorithme de Ford-Bellman qui est dédié au cas des graphes ayant des poids mixtes, des poids quelconques, positifs et négatifs. D'accord? Mais avant ça, je voudrais bien revenir sur un point qui est très important pour tous les problèmes de la théorie des graphes et d'ailleurs pour tous les problèmes de modélisation mathématique, que ce soit par un graphe ou bien par des équations mathématiques. Donc, je veux bien souligner ce point-là parce qu'il est très important, car je l'ai dit plusieurs fois, une bonne modélisation du problème implique un résultat qui est correct. Mais dès lors que vous faites des erreurs lors de la modélisation, ça va de soi que vous allez trouver vous n'allez pas trouver le résultat attendu. Donc, pour ce faire, on va ensemble rappeler les différentes étapes pour réussir une bonne modélisation à travers un graphe. Donc là, on va se limiter au cadre de la théorie des graphes. Donc, on a des problèmes à résoudre à travers une modélisation par un graphe. Donc, la première étape, ça sera la modélisation du problème. Donc là, je vais mettre étape 1, modélisation du problème via un graphe, via à travers un graphe. Donc, cette première étape va être composée par plusieurs sous-étapes. Donc, vous allez les énumérer. Donc, la première chose à faire. Donc, un graphe, il est composé par des sommets, des arcs. Et s'il est évalué, ça sera composé aussi, on doit identifier la fonction coût qu'on va attribuer, donc les coûts qu'on va attribuer à chaque arc. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier quoi? Parlez, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qu'on doit identifier au premier? Hmm? Parlez, parlez, prenez la parole directement. Qu'est-ce qu'on doit identifier? Les sommets. Identifié par rapport à quoi? Ouais. Donc, vous avez un problème à résoudre, d'accord? Ce problème, vous allez le modéliser à travers un graphe. Qui dit graphe dit quoi? Des Un arcs, graphe, Des B. sommets et des arcs. des sommets. Très bien, des sommets, des arcs. Et s'il est pondéré, on aura à aussi identifier ou bien déterminer la signification des poids. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier les sommets. Très bien. Le deuxième point, ça sera l'identification des arcs ou bien des arêtes. Je vais mettre des liens. Donc, identifier, identifier les liens. Alors, les liens, ce sont des arcs. Si on est avec des graphes orientés, ce sont des arêtes. Si on est avec des graphes non orientés. Donc, l'identification des liens, c'est la détermination de cette relation ou bien de la détermination des liens, ou bien de la relation justement entre les sommets. D'accord? C'est quoi cette relation? D'accord? Donc là, on détermine la relation entre les sommets du graphe. Alors, cette relation, on a vu plusieurs exemples, pourrait être une compatibilité,
une incompatibilité dans le cas du problème de coloration. Ça pourrait être une distance, d'accord? Donc, je peux aller de A vers B, d'accord? Ça pourrait être aussi, je sais pas, deux tâches à faire au même temps, d'accord? Donc, il faut bien savoir cette relation, elle désigne quoi exactement. Ensuite, le troisième point. Donc là, sommet, arc ou bien arête. Et le troisième point. Le coût de chaque lien. Donc les coûts lorsqu'on a un graphe valué. Donc là, on va mettre la détermination des poids ou bien des coûts ou bien des longueurs d'arc des poids. Donc, cette détermination se fera en général à travers la détermination d'une mesure. D'accord? On va mesurer la longueur d'arc. Cette détermination, elle est en fonction de l'exercice à faire ou bien elle est en fonction du problème à résoudre. Donc, la mesure pourrait désigner une distance, pourrait désigner un coût, pourrait désigner une perte, un gain, une durée, une probabilité. D'accord? Donc, parfois, vous aurez des problèmes prêts à être résolus, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous devez déterminer cette mesure, d'accord, pour pouvoir résoudre le problème. Et je vous rappelle que la dernière fois, lorsqu'on a vu l'exercice 2 de la série, qui concernait la vente et l'achat des voitures, donc on a dû déterminer cette mesure à travers une formule mathématique. Ce n'était pas donné avec le lancer de l'exercice, d'accord? Donc pour bien résoudre le problème, il faut bien déterminer ces trois points, les sommets, les liens et la mesure qui va caractériser cette relation entre les sommets. Donc, c'est une mesure qui définit la relation entre les sommets, pardon. Alors, dites-moi, est-ce que ça sera tout pour la modélisation? Oui ou non? Sommet, lien, poids. Oui. Oui. Je pense que c'est Très, oui. très bien. Donc, on passe alors à la deuxième étape qui concerne quoi maintenant, la deuxième étape? La coloration. Alors, comment je peux savoir si je suis avec un problème de coloration, un problème de recherche d'un plus court chemin, un problème de maximisation de flou? Donc là, c'est la deuxième étape. Il faut bien savoir on est avec quel type de problème. D'accord? Donc là, identifier le type de problème à résoudre. Car si on est avec le problème de coloration, on va utiliser par exemple l'algorithme de Weishamp-Paul. Si on est avec le problème de détermination d'un plus court chemin, on a vu deux algorithmes. D'accord? Donc, il faut bien savoir on est avec quel problème pour pouvoir utiliser l'algorithme adéquat. D'accord? Donc, la deuxième étape, c'est savoir on est avec quel problème. L'étape 3 maintenant, ça sera quoi? Et la dernière étape. Appliquer l'algorithme correspondant. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié le problème, on doit appliquer ou bien choisir un algorithme adéquat avec notre modélisation et avec notre problème. D'accord? Donc là, je vais mettre choisir l'algorithme adéquat. D'accord?
s'il vous plaît, il ne faut pas oublier ces 3 étapes. L'algorithme adéquat. Donc, on procède en 3 étapes. Donc, la modélisation concerne tous les problèmes mathématiques, pas que toutes les disciplines, je vais dire, pas que la théorie des graphes. Vous allez voir par la suite, en programmation linéaire, vous allez aussi résoudre des problèmes en passant par une modélisation mathématique à travers des équations. D'accord? Donc, vous n'allez pas avoir des problèmes prêts à être résolus. Non, vous devez modéliser le problème et choisir quel algorithme ou bien quelle méthode à utiliser pour résoudre le problème. Est-ce que c'est clair? Une fois pour toutes. Oui. Et pour les autres? Oui, c'est clair, madame. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, on va alors commencer la deuxième partie. Alors, pour commencer, pour introduire l'algorithme de Ford-Bellman, je vais d'abord essayer, on va ensemble essayer d'appliquer l'algorithme de Dijkstra, qui est un algorithme applicable dans le cas où les poids sont tous positifs, d'accord? On va l'appliquer sur un graphe ayant ici un point négatif. Et on va voir comment l'algorithme va se comporter dans ce cas, d'accord? Bien, donc on commence. La première itération consiste à initialiser les longueurs des plus courts chemins. Donc 1, c'est la source. 2, c'est là, on a un lien direct de 1 à 2, donc de longueur 7. Pour 4, je n'ai pas de lien direct, c'est l'infini. Pour 5, c'est l'infini. Pour 6, c'est l'infini. Pour 3, c'est 8. D'accord? Donc, l'étape suivante consiste à choisir la valeur minimale des plus courts chemins. D'accord? Ça concerne ici le sommet 2. Pour l'itération 1, j'ai ici 2 sommets qui ont été traités de façon permanente. Donc, ma liste P contient 2 sommets 1 et 2. Ensuite, en se basant sur 2, on va regarder tous les successeurs de 2. D'accord? Mettre à jour les longueurs de plus court chemin, d'accord, de la source vers les successeurs de 2, d'accord, et ensuite considérer celui qui nous donne la valeur minimale. Donc, pour 4, qui est un successeur de 2, je vais regarder, là j'ai 7 plus 4, c'est 11, 11 c'est fini, donc je remplace l'infini par 11. Je fais pareil pour 5. Donc, pour aller de 1 à 5 à travers 2, j'aurai 8. Donc, 7 plus 1, c'est 8. 8, c'est fini. Donc, je remplace l'infini par 8. Pour 6 maintenant, 7 plus 2, ça fait 9. 9, c'est fini. Donc, je remplace l'infini par 9. Et voilà, je termine avec le sommet 2. Je passe au sommet 3 maintenant. Alors, 3 admet un seul successeur qui n'a pas encore été traité, c'est le 6. D'accord? Donc là, j'aurai 8 plus 2, c'est 10. 10 est supérieur à 9, donc pas de mise à jour. D'accord? Je passe à 4. 4 n'admet pas de successeur, donc on le passe. 5. Donc 5 admet deux successeurs. Donc on a 4, pardon, on a 4 et 3. Donc, pour 4, j'aurai quoi? 10. 10. 10, c'est... Attendez, là, je pense qu'on a sauté une itération. Oui ou non? Attendez, je vais répéter. Donc, attendez, oui, là, ça concerne le sommet 2 seulement.
D'accord? On est avec la première itération qui concerne le sommet 2. Pour le sommet 2, c'est bon, on a mis à jour 4, c'est 11. On a fait la mise à jour pour 5 et la mise à jour pour 6. Donc, on a terminé avec le sommet 2. Donc, on va mentionner tout ça sur le tableau. Donc, voilà, là, j'ai 8, 11, 8 et 9. Donc, je vais regarder la plus faible valeur. D'accord? Là, j'ai 8 qui est le plus court chemin pour aller de 1 à 3 et aussi pour aller de 1 à 5. D'accord? Je peux choisir l'une des deux. Moi, je vais choisir la première. D'accord? Donc, pour aller de 1 à 3, c'est bon, j'ai un plus court chemin direct qui vaut 8. Elle est là. Donc là, à cette étape-là, j'ai 3 sommets traités. D'accord? Bien. Alors, pour aller de 1 à 3, l'algorithme de Dijkstra m'a donné 8. Est-ce que vraiment c'est le plus court chemin? Je vous laisse observer l'algorithme, le graphe et me dire si vraiment de 1 à 3, ce chemin de longueur 8 est le plus court chemin. Oui. Oui. D'après Dijkstra, oui. D'accord? D'après l'algorithme de Dijkstra, oui. Mais Non, observez. on peut passer par 2, après 5, après moins 3. Ça fait. Ça 5. part- Ça fait Oui. 5. Donc, pour aller de 1 à 3, je peux trouver un chemin plus court en passant par 2 et 5. Donc, de 1 à 2, c'est 7. De 2 à 5, ça fait 8. Donc, 7 plus 1, c'est 8. Et de 5 à 3, ça fait 8 moins 3, c'est 5. Donc, vous voyez, là, l'algorithme de Dijkstra n'a pas détecté le plus court chemin qui est 1, 2, 5, 3 de longueur qui vaut 5. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ne traitent pas les arcs valués négativement. Il ne les traite pas. Si, il pourrait les traiter. Imaginons que de 5 à 3, on va inverser l'arc, le sens d'orientation. On aura de 3 à 5. Donc, pour lui, il va calculer, il va considérer cette valeur négative. Mais est-ce que toujours il nous donnera un plus court chemin qui est correct? Donc là, il ne l'a pas traité car c'était, pour cet exemple, c'était un arc entrant. Donc 5 n'était pas un successeur de 3, c'est un prédécesseur de 3. D'accord? Et l'algorithme de Dijkstra regarde que les successeurs. Pourquoi il regarde que les successeurs? Car pour lui, tous les poids sont positifs et que si je vais aller d'un sommet à un autre, je vais rajouter un poids. Donc pour lui, il n'a pas la possibilité de réduire le coût ne se pose pas, car tous les poids sont positifs. Donc pour aller de 5 à 4, je vais rajouter forcément un poids. D'accord? C'est pour cela on regarde, on met à jour tous les plus courts chemins. D'accord? Et on regarde par la suite la valeur minimale, car on sait très bien qu'on ne va pas trouver une valeur plus faible que celle-ci, car tous les poids sont positifs. D'accord? Donc, si vous voulez l'appliquer dans un cas où vous avez des poids mixtes, il va fonctionner, mais il ne va pas vous retourner forcément un plus court chemin, car pour lui, il se base sur la positivité des coûts. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, l'algorithme de Dijkstra, je répète, il se base sur la positivité des poids pour déterminer des plus courts chemins. D'accord? Il est en train de regarder les plus courts chemins du sommet à n'importe quel, de la source à n'importe quel autre sommet. D'accord? Et pour déterminer ces plus courts chemins, il se base sur justement la positivité des poids. Donc, il va regarder tous les... prenons le cas de 2.
Prenons le cas de 2. Donc là, je regarde de 2 à 7, de 2 à 4, j'ai 11, de 2 à 5, j'ai 8, de 2 à 6, j'ai 9. Donc, je regarde la plus faible des 3. Donc, c'est 8. D'accord? Donc, je suis sûre que je ne vais pas trouver une valeur plus faible que 8 pour aller de 1 à 5. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon ou pas? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, c'est pour cela, l'algorithme d'Dijkstra n'est plus utilisable lorsque on a des graphes à poids mixte. D'accord? Et dans ce cas, il nous faut un autre algorithme qui prend en considération les valeurs mixtes, d'accord? Et qui peut aussi identifier la présence d'un circuit négatif. Car comme on l'a dit l'autre fois, une condition nécessaire pour avoir un plus court chemin, c'est l'absence de circuit négatif. Sinon, on peut passer une infinité de fois par ce circuit négatif, qui est un circuit absorbant, ce qui va impliquer une distance négative. C'est moins l'infini. D'accord? Donc, on va voir tout ça. Donc, avant d'appliquer ensemble et de voir le principe de l'algorithme de Ford-Bellman, je voudrais bien rappeler la notion d'optimalité, la condition d'optimalité, et vous donner quelques remarques. Donc, condition d'optimalité, donc une condition nécessaire pour avoir un plus court chemin, c'est l'absence de circuit absorbant. D'accord? Donc, on l'a bien compris dès la première séance de ce deuxième chapitre. Si vous avez un circuit absorbant, c'est fini. Vous allez trouver une longueur qui est moins infinie. Alors, dites-moi maintenant, si vous avez un graphe de n sommets et que vous voulez déterminer un plus court chemin d'un x1, la source, vers un xk quelconque. Ce chemin qui va relier les deux sommets, x1 et xk, il sera composé de combien de sommets au pire des cas? Donc, vous avez, là, je vais le noter. Je vais le noter. Donc là, vous avez n sommets, un graphe de n sommets. D'accord? Et vous voulez aller de x1 à xk. Donc, ce chemin sera composé de plus combien de sommets? N-1. Pourquoi n-1? On enlève le x1. Alors, je vais considérer un exemple de 4 sommets. D'accord? Donc là, je prends un x1. Là, c'est x2, x3 et x4. D'accord? Et je veux aller de x1 à x2. Donc là, c'est 4 sommets. Oui ou non? Et pour aller de x1 à x4, je peux faire x1, de x1 à x2, pardon, x4, x3, x2. Donc, c'est un chemin de longueur combien? C'est pas de longueur. N. Il est composé de combien de sommets? 4 sommets. 4. Donc, je reviens ici. Si vous avez un graphe de n sommets et que vous voulez aller de x1 à x4, au plus, ce chemin sera composé de n sommets. C'est au pire des cas. D'accord? Comme dans ce cas, par exemple, pour aller de x1
à x2, le chemin était composé de 4 sommets. D'accord? C'est bon? Donc, c'est très important de connaître cette propriété, car on va voir par la suite, l'algorithme de Ford-Bellman repose sur justement cette notion des chemins qui sont composés de plus n sommets. D'accord? Maintenant, si vous avez bien compris cette notion, dites-moi, si maintenant dans un graphe de n sommets, je trouve un plus court chemin de x1 à xk composé par exemple de n plus 1 sommet, cela veut dire quoi? Il y a un boucle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une boucle. Donc, un plus court chemin avec une boucle. Cela va impliquer quoi? Cette boucle est comment? Je vais dire un circuit. Ce circuit, il est comment? Est-ce qu'il sera un circuit avec un coût total positif? Prenons cet exemple à l'ancien. Donc, pour aller de x1 à x2, je vais faire x1, x4, x3. Alors, je considère celui-là. Pardon. Donc là, je vais faire comme ça. D'accord? x1, x4, x3, x4, x3, x2. Donc là, c'est un chemin composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. D'accord? Donc là, je vois très bien qu'il y a une boucle, un circuit. Qu'il y a un circuit. Alors, il est de coût total négatif. Pourquoi? Car on a trouvé que ce chemin, lorsqu'on parle d'un plus court chemin, donc forcément que celui-là, il va avoir une longueur plus faible que le premier, puisqu'on parle d'un plus court chemin. D'accord? Donc, si je vais repasser encore une fois, je vais réduire la longueur du chemin et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Si on a un graphe de n sommets, donc pour aller de x1 vers n'importe quel autre sommet, le chemin sera composé de plus n sommets. Au pire, ça sera n. D'accord? Maintenant, si jamais on a trouvé un chemin composé de plus que n sommets, bah forcément, il y aura la présence d'un circuit absorbant. D'accord? Et l'algorithme de Ford-Bellman, il va se baser sur ces deux informations. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Oui, madame. Oui, c'est Bien. clair. Et pour les autres? Bien. Donc là, j'ai juste mentionné ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, le plus court chemin de la source x1 à une destination quelconque xk est composé de plus n sommets. Et tout chemin composé de plus de n sommets passe forcément par un circuit absorbant. D'accord? Donc, on doit bien comprendre ces deux points-là, car l'algorithme de Ford-Bellman, il va se baser sur ces deux informations. Alors, pour voir maintenant l'algorithme de Ford-Bellman, on va introduire quelques notations pour pouvoir comprendre son fonctionnement. Donc, on va se donner un graphe orienté évalué, d'accord, composé de n sommets. Donc là, je ne vais pas utiliser la variable dist de j comme pour le cas de l'algorithme de Dijkstra. D'accord? Je vais utiliser la variable que je vais appeler dist_k de j. Donc, je vais la noter ici, dist_k de j. Elle aura presque le même rôle que pour l'algorithme de Dijkstra,
Elle va donner la longueur optimale du chemin reliant la source x1 à la destination xj. Donc là, ça sera la longueur. Alors, pourquoi optimale? Car on souhaite bien avoir à la fin une distance, le plus court chemin. Donc, la longueur optimale du chemin de x1 à xj. D'accord? Maintenant, ce cas va désigner quoi? Donc, le chemin ayant au plus qu'un sommet autre que l'origine. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Donc, 10K de J, ça sera la longueur du chemin de x1 à xj. Et ce chemin, ce n'est pas n'importe quel chemin, ça sera un chemin composé par au plus qu'un sommet autre que l'origine. Si vous voulez, ça sera K plus 1 sommet. Est-ce que c'est clair? On aura besoin de cette variable qu'on va la mettre à jour d'une itération à une autre. Par exemple, je prends l'exemple de là c'est x1, là c'est xj, et là je vais mettre n'importe quoi ici, non c'est pas k, je vais mettre xl par exemple, d'accord? Je vais mettre xl. Donc, et je vais aller de x1 vers xj à travers xl. D'accord? Là, j'aurai une longueur de ce chemin. Donc là, je vais mettre j, puisque je vais aller de x1 à xj. Et qu'est-ce que je dois mettre ici en exposant? Le k ici va être égal à quoi? Donc, d'après la définition, ça sera composé de plus k sommet autre que l'origine. Si j'oublie l'origine, la source, j'aurai combien de sommets? 2. 2. Donc, le cas ici, c'est 2. D'accord? Le cas, c'est 2. D'accord? Donc, pour l'algorithme de Ford-Bellman, on va regarder d'une itération à une autre les chemins composés de plus 2 sommets, de plus 3 sommets, de plus 4 sommets, jusqu'à arriver à la fin de déterminer les plus courts chemins composés de n sommets. D'accord? Donc, est-ce que la définition de 10K de J est claire? Vous allez mieux la saisir, bien sûr, lorsqu'on applique l'algorithme. C'est bon? On passe? Oui, madame. Une variable à mettre à jour d'une itération à une autre. Et à la fin, on aura à mémoriser les plus courts chemins qu'on va déterminer. D'accord? Donc, comme pour Dijkstra, on a la source x1 et on va déterminer tous les plus courts chemins de x1 vers les autres sommets du graphe. Bien, donc là, je laisse le pseudocode pour après, d'accord? Et on va appliquer l'algorithme sur le même exemple de la motivation. Donc, est-ce qu'on va détecter que la distance de 1 à 3, c'est 5 ou pas? D'accord? Bien, alors, donc vous voyez ici, ce cas égal à 1 ici, ça va désigner qu'on va déterminer les plus courts chemins composés de plus 2 sommets. C'est pour la première itération. D'accord? Si vous voulez, ce sont les liens directs. Donc, pour des liens directs, on aura des plus courts chemins composés de 2 sommets, la source et la destination seulement. Allons-y. Donc, c'est comme pour Dijkstra, on commence à attribuer les poids associés aux arcs directs de la source vers la destination.
Donc, de 1 à 2, on a un 7. De 1 à 4, on n'a rien, donc ça sera l'infini. De 1 à 5, c'est l'infini. De 1 à 6, c'est l'infini. Et de 1 à 3, c'est 8. D'accord? Donc, pour la première itération, donc on fait rien, c'est l'initialisation si vous voulez. Donc, on mentionne tout ça dans un tableau. D'accord? On ne va pas regarder, comme pour le cas de Dijkstra, la valeur la plus faible. Non. On va voir par la suite qu'est-ce qu'on va faire. Et donc là, juste, il faut faire attention. Pour Dijkstra, on ne mentionne pas l'origine, mais il faut le faire pour Ford-Bellman. Pourquoi? Car puisque j'ai des poids mixtes, donc je peux aller de la source et y revenir avec un coût qui est inférieur à 0. D'accord? Je prends un exemple. Je prends par exemple ici 1, c'est l'origine, 2, 3, et là j'aurai moins 2, là c'est 1, et là c'est moins 3. Bon. Bon, là je vais mettre 1 pour ne pas tomber dans un cycle, dans un circuit absorbant. Donc moins 2, 1, et bon, je vais mettre moins 1. Donc, pour aller de 1 à 1, je vais devoir sommer moins 2, 1 et moins 1. Donc, ça sera moins 2 et 1, c'est moins 1, et moins 1, c'est moins 2. D'accord? Donc là, c'est un circuit absorbant, mais juste pour vous donner un exemple sur le fait que la source pourrait avoir un chemin plus court de 1 vers 1 avec un poids qui est inférieur à 0. Ce n'était pas le cas avec les poids positifs. D'accord? On ne pouvait pas avoir une valeur inférieure à 0. D'accord? Donc, c'était juste ça la remarque. Bien. Donc, pour la première itération, c'est ça ce qu'on a fait. On a juste déterminé les plus courts chemins de la source vers la destination des chemins composés de... Alors, le K égale à 1, ça veut dire 2 sommets. Hein. Bien, donc c'est maintenant que les choses vont commencer. Alors, lorsque j'ai trouvé ce 7, c'était un lien direct. C'était aussi un plus court chemin composé de 2 sommets. D'accord? Qui peut me dire que si je considère un plus court chemin de 3 sommets, peut-être que je vais trouver une valeur plus faible. D'accord? C'était des liens directs. Donc là, je vais aller chercher les plus courts chemins de 1 à 2, d'accord, composés de plus 3 sommets. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais considérer? Donc là, j'ai mon 2, c'est mon sommet, d'accord? Pour ce 2, le lien direct m'a donné 7 comme plus court chemin, d'accord? Maintenant, je vais chercher des plus courts chemins, d'accord, composés de plus 3 sommets. Donc, autrement dit, je vais insérer entre le 1 et 2, je vais voir la possibilité d'insérer ici un sommet, dans l'objectif d'améliorer les choses. Si on améliore, tant mieux, sinon je garde un 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder pour ce point-là? Donc, le 2, il est là. Le 1, la source, elle est là. D'accord? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on doit insérer entre 1 et 2? Le sommet 3. Le sommet 3, il correspond à quoi par rapport à 2? Est-ce que c'est un successeur? C'est un Prédécesseur. Donc, on va, très bien, on va regarder dorénavant les prédécesseurs. Je ne peux pas regarder le successeur de 2. Pourquoi? Car là, j'aurai un plus court chemin de 1 à 4. Et ce n'est pas ça ce que je cherche. Je cherche un plus court chemin de 1 à 2. Donc, je dois regarder les prédécesseurs de 2. On a
un seul à part l'origine. D'accord? Pourquoi je dis à part l'origine? Car l'origine m'a donné le plus court chemin. Donc, je vais regarder. Si j'insère ce 3, cela veut dire que pour aller de 1 à 2, je vais faire 1, 3, 2. Est-ce que 1, 3, 2, c'est un chemin de longueur plus faible que 7? Si c'est le cas, on le considère. Sinon, on l'ignore. Donc là, on aura 8 plus 2, ça fait 10. 10, c'est supérieur à 7, donc j'améliore pas. C'est bon? C'est bon. Donc pour 2, je vais garder. Pour 2, je garde l'ancien plus court chemin. Je vais le noter ici, c'est 1, 2. Alors 1, 2, ça reste aussi un chemin de longueur, ou bien c'est un chemin composé de plus 3 sommets. Oui ou non? Ça reste vrai. Au plus 3, c'est pas 3, c'est 2. Je passe à 3 maintenant. On va faire pareil. Suivez s'il vous plaît. Pour 3, je vais regarder. Donc là, j'avais un chemin direct, 1, 3. Je vais voir la possibilité d'insérer un troisième sommet entre 1 et 3. Peut-être que je vais améliorer les choses. Et je regarde. Oui. Madame, c'est 1, 2, 5, 3. 1, 2, 5, 3, mademoiselle, c'est un plus court chemin composé de plus 4 sommets. D'accord? On va y arriver dans l'itération d'après. Donc là, ça concerne que les plus courts chemins ayant au plus 3 sommets. Donc le cas ici, c'est 2. Qu'est-ce que ça veut dire? 2, on cherche les plus courts chemins composés de plus 3 sommets. Donc, votre proposition, on va la traiter dans l'itération d'après, lorsqu'on cherche les plus courts chemins composés de plus 4 sommets. D'accord? Donc, pour le moment, on va seulement insérer un sommet. D'accord? Donc, on va pareil regarder les prédécesseurs de 3, qui sont 2 ici, 1 et 5. Et on va regarder si on améliore les choses ou pas. Donc, pour 1, on ne va pas améliorer puisque c'était le chemin direct. Pour 5, on aura l'infini moins 3, ça reste l'infini. Je compare 8 à l'infini, je garde mon 8. D'accord? Donc, même pour le sommet 3, on va garder le plus court chemin 1, 3. D'accord? Je passe à 4 maintenant. Pour 4, j'avais l'infini, je n'avais pas de lien direct. Et 4 admet 2 prédécesseurs. Alors, suivez s'il vous plaît. Pour 2, le prédécesseur 2, il va nous donner 7 plus 4, c'est 11. Je vais mentionner 11 ici. Et je vais regarder la valeur donnée par le prédécesseur 5. Pour 5, j'aurai l'infini plus 2. C'est l'infini. Et donc, je considère la plus faible valeur entre les 3. C'est 11. Donc, vous voyez, c'est 11. Et pour 4, j'aurai comme plus court chemin 1, 2, 4. Donc, il faut regarder tous les prédécesseurs et garder celui qui vous donne la valeur la plus faible. Je passe à 5. 5 admet 2 prédécesseurs, 2 et 6. Pour 2, j'aurai 7 plus 1, c'est 8. Et pour 6, j'aurai l'infini plus 3, c'est l'infini. Des 3 valeurs, je considère 8, la plus faible. Et donc là, on a amélioré les choses. Donc, ça sera 1, 2 et 5. Donc, vous voyez, c'est un chemin composé de plus 3 sommets. Pour 6, j'ai 2 prédécesseurs, 3 et 2. Le 2 va me donner 9, puisque c'est 7 plus 2.
et 3 va me donner 10. La plus faible valeur entre les trois, c'est le 9. Et ainsi, j'aurai le plus court chemin 1, 3, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Très bien. Est-ce que c'est clair pour la première et pour l'itération 2, pour k égale à 2? Est-ce que c'est clair? Comment on procède? Sûrement que vous allez mieux comprendre pour l'itération k égale à 3. Mais est-ce que c'est plus ou moins clair pour k égale à 2? Oui, madame. Oui, madame. Oui, ça va. Bien. Donc, les trois sommets qui ont été, pour lesquels on a mis à jour la variable dist sont 4, 5 et 6. Et on va mentionner tout ça dans le tableau du slide suivant. Bien, alors, donc là, vous voyez, ce sont les valeurs qu'on a déterminées ensemble et je les mentionne ici. Bien, donc vous allez comprendre pourquoi par la suite, je n'ai pas donné un tableau avec toutes les itérations. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Mais dites-moi d'abord, si j'ai un... Là, on a un graphe de 6 sommets. J'aurai combien d'itérations à faire? Ce cas qui est là, il est compris en... Pardon? Ça sera 5, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire 5? C'est-à-dire j'aurai des plus courts chemins composés de 6 sommets, puisque je rajoute toujours plus. D'accord? Donc, si vous avez un graphe de n sommets, vous aurez au max n-1 itérations. D'accord? Bien. Je passe maintenant à k égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire k égale à 3? Donc, je vais le noter encore une fois. On cherche des PCC, des plus courts chemins, composés de plus 4 sommets. Et on va traiter tous les sommets. Donc, ce n'était pas le cas avec Dijkstra. Dijkstra, une fois qu'un sommet a été traité de façon permanente, c'est bon, on ne le traite plus. Et ce n'est pas le cas avec Dijkstra, car on peut toujours trouver des plus courts chemins ou bien des chemins de longueur plus faible. Alors, ici, on doit aussi traiter le sommet 1, mais comme ici, le sommet 1 n'admet pas de prédécesseur, il aura toujours la valeur 0 pour ce cas. Mais pour d'autres cas, vous devez le traiter. Donc, il n'a que des arcs sortants. Je ne peux pas revenir à 1. Alors, pour 2 maintenant. Alors, pour 2, on va faire pareil. On va procéder de la même manière. Je vais regarder les prédécesseurs de 2, qui sont 1 et 3. Le 1 m'a donné 7, le 3 m'a donné 8 plus 2, c'est 10. Donc, entre 10 et 7, je garde 7. Et je mentionne que je l'ai trouvé via 1, 2. Le chemin 1, 2 est composé de deux sommets, pardon. Ça reste aussi un chemin composé d'au plus 4 sommets. Lorsqu'on dit au plus 4, ça veut dire 4, 3, 2 ou bien 1. Donc 1, là, ce n'est pas possible. Bien, 3 maintenant. Donc là, je reviens sur la proposition de mademoiselle qui a parlé tout à l'heure, qui m'a dit, pour aller de 1 à 3, on fait 1, 2, 5, 3. Mais comment on a trouvé ce 1, 2, 5, 3? Donc pour 3, je vais regarder les prédécesseurs de 3. Donc le 1 n'a pas changé de valeur, donc il va nous donner un 8. Et le 5, il a changé de valeur, ce sommet-là. D'accord? Et ça devient 8. D'accord? Maintenant, si je vais insérer le 5, j'aurai 8 moins 3, c'est 5.
D'accord? Donc là, je ne vais pas, pour cette itération, barrer le 8 et le remplacer par 5. Je vais juste mettre 5 à côté. Car pour le reste, je dois utiliser 8 et non pas 5. Comment on a trouvé cette valeur 5? Donc là, j'ai ma source, j'ai ma destination 3. Ce 5, on l'a trouvé à travers le prédécesseur 5. Donc je vais mettre 5 tout juste avant le 3. Et maintenant, comment on a trouvé ce 5? Il faut regarder le chemin de l'itération précédente, qui était 1, 2 et 5. D'accord? Donc là, je vais mettre 1, 2 et 5. Je répète. Donc, puisque là, on ne va pas pouvoir regarder et mémoriser visuellement les plus courts chemins de l'itération précédente. D'accord? Donc, comment on procède? Là, c'est le 3. On a mis à jour la distance de 1 à 3 à travers 5. Donc là, c'est ma destination. Là, c'est ma destination. C'est la destination. Ce 5, c'est le prédécesseur qui m'a donné ce plus court chemin. Donc, je le note. Après, pour regarder, pour compléter le reste, il faut déterminer le plus court chemin de 1 à 5 de l'itération précédente, qui est 1, 2 et 5. D'accord? C'est bon? On va revoir d'autres exemples. Je passe à 4 maintenant. Pour 4, j'ai deux prédécesseurs, 2 et 5. Le 2 m'a donné 11 et le 5 va me donner 10. Donc, entre 11 et 10, quelle valeur je vais garder? Bien sûr, c'est la plus faible. C'est 10. Je la note à côté, car pour l'itération actuelle, on ne doit utiliser que les valeurs en rouge. Les valeurs en bleu, on va les utiliser dans l'itération d'après. Pour 5, j'ai deux prédécesseurs, 2 et 6. Le 2 m'a donné 8 et le 6 va me donner combien? C'est 12. Donc, je garde mon 8. D'accord? Alors là, il faut donner le chemin qui nous a permis de trouver ce 10. Donc, pareil, là, je vais changer de couleur parce que ça devient encombré. Alors, pour ce 4, on fait pareil. Donc, la destination, c'est 4. Le prédécesseur qui nous a donné cette valeur de 10, c'est 5. Donc, je vais le noter. Après, comment on a trouvé, quel est le plus court chemin de 1 à 5 de l'itération précédente? C'est 1, 2, 5. Donc là, je complète 1, 2, 5. Donc, c'est le plus court chemin qui nous a donné ce 10. Pour 5, pas de modification. Je garde l'ancien. 1, 2, 5. Pour 6 maintenant. Pour 6, j'ai deux prédécesseurs. Le 2 qui m'a donné 9. D'accord? Et le 3, faites attention, le 3 va me donner 8 plus 2, c'est 10. Et non pas 5 plus 2. Le 5, on va l'utiliser dans l'itération d'après. D'accord? Donc là, je garde l'ancien plus court chemin qui est 1, 2 et 6. Et 6. Voilà. C'est bon? Donc là, on est en train de parler du fonctionnement de l'algorithme. Après, lorsqu'on regarde le pseudocode, vous allez encore mieux comprendre. Bien, donc on va noter tout ça dans un tableau. Donc, vous voyez, on a deux améliorations seulement pour les sommets 3 et 4. Et voilà. Donc ici, on a fait les mises à jour. On n'a que le sommet 4 qui a modifié qui a changé de plus court chemin et 3. D'accord?
On fait pareil pour k égale à 4. Allons-y. Donc, vous voyez, là, on a deux chemins seulement ayant au plus 4 sommets. Je continue. Pour k égale à 4. Pour k égale à 4, pareil. Je vais regarder les chemins composés de plus 5 sommets. Je commence par 2. Alors, pour le 2, je vais regarder les prédécesseurs. Le 1 me donne 7, le 3 me donne 7 aussi. 5 plus 2, c'est 7. Donc, je garde 7 avec le chemin associé, c'est 1, 2. Pour 3, je vais voir si je vais améliorer les choses. Pour 3, j'ai deux prédécesseurs, 1 et 5. D'accord? Le 1 me donne 8, je l'oublie. Et le 5 me donne 8 moins 3, c'est 5. Donc là, pas d'amélioration. Je note l'ancien plus court chemin qui est 1, 2, 3, 1, 2, 5, 3. Oui, 5, 3. 1, 2, 5, 3. 3, c'est la destination. Pour 4 maintenant. Alors pour 4, j'ai 7 plus 4, c'est 11. 8 plus 2, c'est 10. Je garde la même valeur. Et ça a été donné par 1, 2, 5, 4. C'était à travers 5. Pour 5 maintenant, est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me dire sans faire les calculs, est-ce que le plus court chemin de 1 à 5 va changer de valeur, oui ou pas? Et pourquoi? Sans faire les calculs, est-ce que le plus court chemin de 1 à 5 va être mis à jour pour cette itération, oui ou pas? Allez-y. Je vais vous aider à trouver la réponse. Les prédécesseurs de 5 sont 2 et 3. Est-ce que 2 et 3 ont été modifiés par rapport à l'itération précédente? 2 et 6, madame. Mouche 2, 5. Mouche 2 et 3. Pardon. D'accord. 2 et 6. D'accord, vous avez raison. 2 et 6, est-ce que les plus courts chemins de 1 à 2 et de 1 à 6 ont été modifiés par rapport à l'itération précédente? Là, je vais remettre donc là, c'est l'itération précédente. 7 et 9. Et je reviens sur k égale à 4. Est-ce que les valeurs, les plus courts chemins de 1 à 2 et de 1 à 6 ont été modifiés par rapport à l'itération précédente? Non. Non. Cela va impliquer quoi? Va impliquer que le 5, le plus court chemin de 1 à 5, va aussi rester le même, puisqu'il n'y a pas eu de modification pour 2 et 6, les prédécesseurs de 5. Donc, on ne va rien modifier. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Bien. Donc là, je vais garder le chemin de l'itération précédente. Pour 6, est-ce que c'est le cas pour 6? Pour 6, j'ai aussi deux prédécesseurs, 2 et 3. Le 2 n'a pas été modifié, oui, mais ce n'est pas le cas pour 3. Oui ou non? Ou bien le 3, ça a été aussi... Attendez, on va vérifier pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, pour l'itération précédente, oui. Donc, vous voyez, le 3
était 8, il est passé à 5. Donc, il y a eu une mise à jour. Donc là, peut-être que ça va impacter la valeur du plus court chemin de 1 à 6. Et on va le voir ensemble. Donc, 5 plus 2, ça va nous donner 7. Donc, 7, c'est plus faible que 9. D'accord? Donc, oui, là, il y aura une mise à jour. Pas forcément, hein. Alors, ce que vous devez retenir, si les prédécesseurs n'ont pas été modifiés, forcément, pas de mise à jour. Si les prédécesseurs, leurs plus courts chemins ont été modifiés, peut-être que vous pouvez modifier le sommet, le plus court chemin du sommet en cours. D'accord? Donc là, c'est 7. Donc, j'aurai quoi comme chemin? Donc là, je vais mentionner la destination. Le prédécesseur de la destination, c'est le 3. Et comment on a trouvé le 3? Donc, le 3 n'a pas été modifié depuis l'itération précédente. Donc, je vais mettre tout ça. 1, 2 et 5. Et voilà un plus court chemin composé de plus 5 sommets. C'est bon? C'est clair? On va mentionner tout ça. Donc, on a un seul sommet, c'est le 6 qui a été mis à jour. Donc, je vous laisse réfléchir un peu et me dire quels sont les sommets qui seront impactés par la mise à jour de 6. Seulement 5. Parce que si je suis successeur de 5. Seulement 5. Alors, en termes de successeurs et prédécesseurs, Il n'y en a qu'un seul. non, alors là, vous avez 6, c'est le seul sommet qui a été, dont le plus court chemin a été modifié. Donc, observez là, vous avez ce 0 n'a pas été modifié. Le 7 n'a pas été modifié. 5 n'a pas été modifié. 10 n'a pas été modifié. 8, pareil. On n'a que le 6 qui a changé de valeur. D'accord? Maintenant, qui sont donnez-moi les sommets qui vont être impactés par cette modification. Les successeurs de 6, Les successeurs de 6. Très bien. Donc, les sommets ayant 6 comme prédécesseurs. Ou bien les successeurs de 6. C'est pareil. D'accord? Les sommets ayant 6 comme prédécesseurs seront impactés par les changements. On va voir ces sommets-là sur le graphe. Alors, sur le graphe, les sommets ayant 6 comme prédécesseurs, ou bien les successeurs de 6. On a un seul, c'est 5. Donc, à part 5, tout le reste, tous les plus courts chemins qui restent ne vont plus changer. Alors, pour 5, est-ce qu'on va effectivement mettre à jour le plus court chemin de 1 à 5? Là, on aura 7 plus 3, ça fait 10. 10, c'est supérieur à 8, donc pas de mise à jour. D'accord? Donc, pour la dernière itération, on va avoir 2 colonnes identiques. Donc là, il n'y a plus de modification à faire. Et de toutes les manières, on est arrivé à k égale à 5, le nombre maximal d'itérations. D'accord? Donc, ça sera tout pour l'algorithme. Donc, là, on a trouvé les plus courts chemins. Donc, ce qu'on doit retenir ici, pour l'algorithme de Ford-Bellman, c'est qu'il se base d'une itération à une autre sur l'amélioration des plus courts chemins tout en regardant des chemins composés de plus qu'un sommet. Pour la première colonne, c'était des plus courts chemins composés de plus de sommets. Pour l'itération 2, on regardait les plus courts chemins composés de plus 3 sommets. Pour k égale à 3, les plus courts chemins composés de plus 4 sommets. 5 sommets, 6 sommets. D'accord? Alors, dites-moi, est-ce qu'on pouvait trouver le résultat bien avant k égale à 5?
Oui, mais il faut toujours avoir une vérification. Alors, comment on peut... Donc là, on va oublier un peu l'exercice, ce graphe-là, et on doit réfléchir ensemble. D'accord? Si j'ai un graphe de n sommets, donc là, on va essayer ensemble de déterminer des conditions d'arrêt de l'algorithme. D'accord? Donc, j'ai un graphe de n sommets. Quelle est la condition à satisfaire pour dire qu'on a arrivé à l'optimalité et qu'on a obtenu des plus courts chemins, tout en se basant sur les deux colonnes ici identiques. Tant que je n'ai plus de mise à jour à faire, tant que les sommets, les plus courts chemins que j'ai trouvés pour l'itération 4 n'ont pas été modifiés pour l'itération 5. Est-ce que, imaginons que j'avais un septième sommet ici, hein. Si j'ai un septième sommet et que j'aurais besoin de faire un cas égal à 6, une sixième itération, est-ce que je vais trouver des modifications? Est-ce que je vais euh, avoir des modifications par rapport à cette colonne? Oui ou non? Je répète ma question. Imaginons que pour cet exemple, j'ai un septième sommet. Donc, je vais devoir faire une sixième itération pour trouver les plus courts chemins composés de plus 7 sommets. D'accord? Est-ce que si j'applique une sixième itération, est-ce que je vais trouver des valeurs différentes de ce que j'ai trouvé pour k égale à 5? Oui ou non? Non, madame. Pourquoi c'est non? Bien, Alchen. Pourquoi c'est non? Car tous les sommets, donc si je considère n'importe quel sommet, je vais trouver que tous ses prédécesseurs, leur plus court chemin n'a pas changé de valeur. Donc, il ne va pas me changer la valeur du plus court chemin en question. D'accord? Donc là, même si on a un k égal à 6, on va trouver la même chose. Donc maintenant, on va raisonner d'une façon générale. Si j'ai un graphe de n sommets, donc le nombre maximal d'itérations, c'est n-1, vous l'avez bien compris. Est-ce que je peux m'arrêter bien avant n-1? Est-ce que je peux m'arrêter avant n-1? Oui ou non? Donc là, on va voir ensemble les conditions d'arrêt de l'algorithme. Donc, conditions d'arrêt de l'algorithme de Ford-Bellman. Donc, la première condition, elle va concerner l'optimalité. Ça veut dire quoi, l'optimalité? C'est la détermination des plus courts chemins, des PCC. D'accord? Alors, dites-moi maintenant, comment peut-on dire que c'est bon, on a trouvé des PCC, tout en se basant sur ce qu'on a vu tout à l'heure? Quand est-ce qu'on n'a plus de modifications? Lorsqu'on trouve deux colonnes identiques. Ça veut dire quoi, deux colonnes identiques? C'est bon, les 10K PCC, égale à 10K plus 1. alors je vais le mentionner. Alors, dist, 10K d'un sommet J égale à 10K plus 1. bien. Donc là, je vais mettre dist, c'est-à-dire le plus court chemin de l'itération K plus 1, c'est celui de l'itération K. Et là, pour un J particulier, c'est qui parle d'abord? C'est qui parle? D'accord. Mortada. Alors, Oui. Mortada, Oui. d'accord. Mais là, c'est pour un sommet J quelconque.
Il faut que ça soit vrai pour tous les sommets XJ. Donc là, il nous reste quelque chose à mettre ici. C'est quel que soit J appartenant à l'ensemble de 1 N. Donc, c'est-à-dire pour tous les sommets, le plus court chemin de l'itération K plus 1 correspond à celui de l'itération K. Si c'est le cas, c'est bon, j'arrête. J'aurai plus de modifications à faire. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à N-1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je reviens sur ce tableau-là. Alors là, j'ai deux colonnes identiques. Cela veut dire quoi? Rien n'a été modifié. Rien ne va plus bouger. D'accord? Donc, si je regarde par exemple le sommet 10, le sommet, pardon, 4. Pour le sommet 4, je vais regarder ses prédécesseurs pour pouvoir améliorer la valeur. Mais les prédécesseurs de 4 n'ont pas été modifiés. Donc, je ne vais pas modifier le plus court chemin concernant le sommet 4. D'accord? Donc, il faut voir les choses comme si, d'une itération à une autre, il y a des modifications à faire. Il y a des choses qui bougent. D'accord? Des valeurs qui ont subi des modifications, des mises à jour. Lorsqu'il n'y a plus de mise à jour, ben on arrête. D'accord? Rien ne va être modifié. Ce mouvement de modification des PCC ne va plus avoir lieu. D'accord? Donc, ça sera la fin de l'algorithme. Est-ce que c'est bon? Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que ça sera l'unique condition d'arrêt de l'algorithme? Là, j'ai mis des conditions à la fin S. On a une deuxième qui concerne, donc là, c'est l'optimalité. Dans le cas où on a des plus courts chemins. Mais dans le cas où on n'a pas des plus courts chemins, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on n'a pas de plus courts chemins? Lorsqu'il y a une boucle absorbante, Voilà, donc là, la détection, je vais mettre détection des circuits absorbants. Alors, comment on va le faire? Donc là, on aura une divergence. Donc, pour le premier cas, c'est une convergence. On converge. Alors, comment peut-on détecter les circuits absorbants, d'après vous? si on a un chemin lorsqu'on ajoute une modification, il diminuera pour toujours. Pour On toujours. a le coût. Alors, pour toujours, là, on ne peut pas parler de pour toujours, car on a un nombre d'itérations à atteindre. C'est n-1. D'accord? C'est n-1. Donc, si je traduis ce que vous étiez en train de dire, donc, j'arrive à la limite des itérations et que je trouve encore... Oui. Oui, Mahdi, allez-y. C'est Mahdi qui parle? Ah ouais, madame. Oui, allez-y. Lorsqu'on est à la limite des itérations, il y a pas de stabilité. Il n'y a pas Pour de 10 moins 2K plus 1 de J, il va être différent de 10 2K de J. Alors, on va traduire ce que vous avez dit mathématiquement. J'arrive à la limite. Donc, mon cas, c'est n-1. D'accord? Et avec ça, je n'ai pas de stabilité. Je n'ai pas cette égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10, je 2K vais plus 10 J de K plus 1 du J est est différent différent de 10 de K. K de J. Est-ce que ça sera pour tout J? Non, pour J égale à N.
Non, il existe au moins un J pour lequel je n'ai pas d'égalité. Donc, la négation de tout ça, la négation de quel que soit, s'il existe un J pour lequel cette condition n'est pas vérifiée. Et donc, je n'ai pas de stabilité. Je ne peux pas parler de la stabilité. D'accord? Donc, la négation de tout ça, ça sera, il existe un J appartenant à l'ensemble de A N tel que je n'ai pas l'égalité. Et avec ça, j'ai atteint la limite des itérations. Dans ce cas, j'aurai une divergence. Ah, pourquoi j'aurai une divergence? Si j'arrive à n-1 et que je n'ai pas d'égalité, je suis sûre que si je vais rajouter une itération n, je vais avoir des améliorations. D'accord? Ici, je vais jusqu'à n. Donc là, c'est pas possible puisqu'on a dit que au max, on aura n sommets. Et lorsqu'on va jusqu'à n, c'est-à-dire on aura n plus 1 sommet. D'accord? Dans ce cas, on va détecter la présence de circuits absorbants. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on va voir tout ça dans le pseudocode. Oui, c'est bon, c'est clair? Ouais, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien. Alors, si le pseudocode, on va essayer de le comprendre ensemble. Donc, l'initialisation étape 0, c'est pour k égale à 1. Je vais attribuer les coefficients, bien les coûts des arcs directs de la source vers la destination. C'est comme pour le cas de l'algorithme de Dijkstra. Donc, pour l'initialisation, c'est bon. Ensuite, la deuxième étape, on va mettre à jour les distes. D'accord? Donc là, c'est dist en... J'ai oublié de le mentionner. Pourquoi c'est en blanc? Attendez. En rouge. Pardon. Voilà, c'est le rouge, celui-là qui est plus foncé. D'accord. Donc, ensuite, on va mettre à jour les disques. Comment on va le faire? Donc, pour l'itération actuelle pour K, je vais regarder dist K plus 1. Ça sera la valeur minimale de dist K du J avec la valeur minimale de tous les dist K de L plus CLJ avec XL, ce sont les prédécesseurs de XJ. Donc, je vais essayer de schématiser ce point-là. Donc là, je suis à l'itération K et j'ai un XJ quelconque. Je traite un XJ quelconque. Ce XJ admet dist K de J. C'est-à-dire dist K de J un plus court chemin composé de plus K, K plus 1 somme. Et là, je vais considérer trois prédécesseurs de XJ. XL1, XL2 et XL3. Les trois sont des prédécesseurs de XJ. Donc, je vais regarder la valeur, le min de dist K de J, c'est cette valeur, avec min de dist K de L. Donc là, ça sera dist K de L1, dist K de L2 et dist K de L3. Les coefficients CLJ, ce sont, là c'est L1J, le coût de l'arc XL1XJ, le coût de l'arc XL2XJ et le coût de l'arc XL3LJ. Donc maintenant, je vais regarder la valeur minimale entre dist KL1 plus le coût associé, dist KL2 plus le coût associé, dist KL3 plus le coût associé. Je regarde la valeur minimale des trois, je la compare à dist K de J et je considère la valeur minimale.
Comme vous pouvez aussi regarder la valeur minimale entre 10K de J et 10K L1 plus CL1J. Là, c'est plus CL2J et là, c'est plus CL3J. Vous pouvez comparer, je change de couleur, vous pouvez comparer les 4 valeurs et considérer la valeur minimale. D'accord? Donc là, je compare cette valeur avec ces 3 valeurs provenant des prédécesseurs du sommet en question. D'accord? Ou bien je considère la valeur min des 3 qui est là et je la compare à 10K de J, sinon la valeur minimale des 4. Alors là, on a 4 car j'ai considéré 3 prédécesseurs, mais si vous avez plus que 3, vous allez bien sûr avoir le nombre de prédécesseurs plus 1, plus le sommet en question. D'accord? Une fois que c'est fait, la mise à jour, on va tester la convergence maintenant. D'accord? Donc, la convergence, si on a une stabilité, rien ne bouge, on aura une optimalité qui est atteinte. Sinon, ça veut dire quoi? Si on n'a pas cette égalité et qu'on a atteint la limite des itérations, il va exister un circuit absorbant. Ça sera la fin. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, je n'ai pas d'égalité, mais je n'ai pas atteint la limite. Donc, je vais incrémenter K et je vais revenir sur l'étape 1 pour faire pareil pour les autres sommes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, j'espère que c'est aussi clair pour les autres, hein. Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, je préfère vous donner un deuxième exemple. Après, on prendra une petite pause et ensuite, on va corriger les 3 exercices qui restent. D'accord? Comme ça, le premier enregistrement va concerner que la partie Freud-Bellman. Bien, donc le deuxième exemple, c'est une application. Bien. Donc là, on va appliquer l'algorithme de Ford-Bellman pour trouver le chemin de coût minimal entre les sommets A et F. Donc là, j'ai fait exprès de choisir un exemple avec un circuit absorbant. C'est le circuit CBD. Donc, moins 5 plus moins 3, c'est moins 8, plus 1, c'est moins 7. Et on va regarder le comportement de l'algorithme lorsque on a la présence d'un circuit absorbant. Alors, pour k égale à 1, je vais distribuer les listes en des XUJ. Donc, pour B, j'ai un lien direct, donc 6. Pour C, c'est 5. Pour D, c'est 6. Pour E, oui. Pour E, c'est l'infini. Pour F, c'est l'infini. On n'a pas de lien direct. Très bien. Donc, je mentionne tout ça sur le tableau et je continue. La deuxième itération pour laquelle je cherche des plus courts chemins de composer plutôt de plus 3 sommets. Donc, je vais regarder alors, pour A, donc ça sera toujours 0 car le sommet, la source A n'admet pas de prédécesseur. D'accord? Donc, ça ne va pas changer. Pour B, j'ai 2 prédécesseurs, A et C. Le A m'a donné 6. Le C va me donner combien? 5 moins 5, ça fait 0. Je le note à côté, mais je ne l'utilise pas maintenant. D'accord? Donc, je reviens rapidement sur le pseudocode. Pourquoi je n'utilise pas pour l'itération actuelle? Car je suis en train de déterminer des dist k plus 1 en fonction des dist k. Donc, vous voyez, en fonction de k.
Donc, je ne peux pas utiliser dist k plus 1 pour déterminer des dist k plus 1. Faites attention. D'accord? Vous le notez et vous le gardez pour l'itération d'après. Je reviens sur l'application. Voilà. Bien. C'est fini pour B, je passe à C. Pour C, j'ai aussi deux prédécesseurs. Le A qui m'a donné 5 et le D qui me donne 7. 5 et 7, donc je les compare, je garde 5. D'accord? Bien. Donc là, je note pour B, le plus court chemin, c'est 1. Pardon, c'est pas 1, c'est A, C, B. Voilà. Pour A, c'est AA. Et pour C, c'est, je garde le AC. D'accord? Je passe à D. Pour D, j'ai deux prédécesseurs, A et B. Le A m'a donné 6 et le B va me donner 6 moins 3, c'est 3. C'est 3. Donc, je garde 3. D'accord? Et je note le plus court chemin. A, B, D. Très bien. Ensuite, je passe à E. J'ai deux prédécesseurs de E. J'en ai le B qui va me donner 6 plus 6, 12. Et j'ai le C qui va me donner 5 plus 1, c'est 6. Donc, je préfère considérer 6. D'accord? Donc là, je note A, C, E. Je passe à F. Pour F, j'ai deux prédécesseurs D et E. Le D va me donner 13 et le E, attention, va me donner plus l'infini. L'infini en rouge plus 2. Donc là, je vais mettre 13 et je note, c'était à travers AAD, ADF. C'est bon, c'est clair? Donc, on va noter tout ça sur le tableau et on passe à l'itération d'après. Bien. Donc, voilà. L'itération d'après. Voilà, je les ai notés en bleu. Alors, là, on va essayer de lire le tableau ensemble. Donc, le A n'a pas changé. Le B a changé. Le C n'a pas changé. Le D a changé. Pour le reste, tout a été changé. Donc, cela veut dire que si j'ai des sommets dont le C est un prédécesseur, ben, on ne va pas modifier la valeur provenant de C. D'accord? Et pareil pour A, puisque A, ça sera fixe pour toutes les itérations. Je passe à l'itération 3. Donc là, je vérifie. Le test d'arrêt n'est pas vérifié puisque j'ai une différence entre les deux. Donc, il existe un J tel que je n'ai pas une égalité. Bien. Je passe à l'itération d'après. K égale à 3. Alors, le A va rester 0. Pour B, maintenant. Donc, pour B, il admet deux prédécesseurs dont les deux valeurs n'ont pas changé. Donc, il va rester 0. 5 moins 5, c'est 0. Là, 0 plus 6, je considère 0 à la place de 6. Pour C, maintenant, C admet deux prédécesseurs. A, de valeur fixée, et le D qui a été modifié. Le plus court chemin de A et B a été modifié. Donc, je vais faire la mise à jour. 3 plus 1, c'est 4. Donc là, je vais mettre 4 et je note mon plus court chemin. Donc, C, c'est la destination. Son prédécesseur, c'est le D. Et comment on a trouvé le D? Ce 3, comment on l'a trouvé? A. À Non, partir B. AB. A, B. Donc, ça sera A, B, D, C. Donc, c'est un chemin composé de 4 sommets. Je passe à D maintenant. Le D admet deux prédécesseurs, A et B. On oublie A, puisque ça n'a pas été modifié. Pour B, 0 moins 3, ça va me donner moins 3. Je le note.
c'est moins 3. Et je note aussi mon plus court chemin. Donc, je l'ai trouvé à partir du prédécesseur B. Donc, je note B. Et comment j'ai trouvé le B pour l'itération précédente? C'était A, C et B. Donc, je le note. Je passe à E. Alors, E admet deux prédécesseurs B et C. Donc, le B a été modifié. Donc, 0. Alors, 0 plus 6, ça reste 6. Et le C n'a pas été modifié pour l'itération précédente. Donc, 5 plus 1, ça reste 6. Donc, pas de modification pour E. Je garde le plus court chemin de l'itération précédente. C'est A, C, E. J'arrive à F. Pour F, j'ai le choix entre 6 plus 2, ça fait 8. Est-ce que c'est 6 ici? 6 plus 2, ça fait 8. Et 3 plus 7, c'est 10. Qu'est-ce que je garde? Je répète, 3 plus 7, c'est 10. Et 6 plus 2, c'est 8. Donc, 8. 8. Et donc, comment on a trouvé ce 8? La destination, c'est F, et c'était à travers E. Et le E, on l'a trouvé à travers A, C, E, F. C'est bon? Donc, on va mettre tout ça dans un tableau. Et on va considérer les nouvelles valeurs dans l'itération d'après. Juste ici, pourquoi j'ai mis 10 jeux? Alors, pourquoi ici c'était 10 et non pas 6 plus 2, c'est 8? Donc là, il faut la remplacer. Je vais corriger les slides. Donc là, c'est 8 et non pas 10. Bien. Alors, là, on va lire un peu ce tableau-là. Donc là, c'est 8. Bien. Donc, les sommets qui n'ont pas eu de modification. A, B et E. Donc, pour les sommets ayant A, B, E comme des prédécesseurs, il n'y aura pas de modification. D'accord? On passe. Donc, pareil, la condition d'arrêt n'a pas encore été vérifiée. Je continue. K égale à 4. Donc, pour B maintenant, le A, c'est toujours 0. Donc, je vais mettre AA. Pour B, je vais regarder son prédécesseur C. 4 moins 5 qui a été déjà modifié, le C. 4 moins 5, c'est moins 1. Donc là, je vais mettre moins 1. Et je note comment j'ai trouvé ce parcours. C'est à travers A. Donc là, je vais mettre le B. Et là, je vais mettre C. Mais comment on a amélioré le C? Comment on l'a amélioré le C? Il faut revenir sur l'itération précédente. ABD, C. Comment, pardon, ABD? Ben, je vais le noter. ABD. ABD, C. Donc, A, B, D, effectivement, C. Donc, vous voyez là, c'est 5 sommets. Pour C maintenant, les deux prédécesseurs sont A et D. On oublie le A puisque ça n'a pas été modifié. Je regarde D. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc là, je mets moins 2. Donc C à travers D. Et comment on a trouvé le D, ce moins 3? C'était à travers B. Et le B qui a déjà été modifié à travers C et A. Donc A, C, 5, B, 0, D, moins 3, et C, moins 3 plus 1, c'est moins 2. D'accord? Je passe à D. Donc pour D,
il n'y aura pas de modification car le A et B n'ont pas été modifiés pour l'itération précédente. Donc, je note D, B, C, A, C, B, D. Voilà. E maintenant. Donc, 0 plus 6, c'est 6, mais là, j'aurai 4 plus 1, c'est 5. D'accord? Donc là, c'est 5. Comment on a trouvé ce 5? E, c'est la destination. Le prédécesseur de E, c'est C. Et ce C qui vaut 4, comment on l'a trouvé? C'est A, B, D, C. D'accord? A, B, D, C pour trouver le 4. Je passe à F. Alors F, ou bien 6 plus 2, c'est 8. Donc là, c'est 8. Hein. Je vais la corriger. Sinon, j'aurai moins 3 plus 7, ça fait 4. Donc, je préfère garder 4. Comment on a trouvé ce 4-là? Donc, F, son prédécesseur, c'est D. Et pour D, comment on l'a trouvé? C'était A, C, B, D. A, C, B et D. C'est bien ça. Bien. Donc, on est à la 4e itération et on n'a pas encore eu de quoi? De stabilité. Bien. Donc, là c'est 8. Donc, le A n'a pas changé, le B a changé, le C a changé, le D n'a pas changé, E a changé et F a changé. Donc, pareil, là, on n'a pas de stabilité. Donc, test d'arrêt non vérifié. On continue la dernière itération, puisque là, on a 6 sommets, donc on va aller jusqu'à 5. Donc, ensuite, c'est la dernière itération. Hein. Donc, pour B, j'aurai quoi? J'aurai moins 2, moins 5, c'est moins 7. D'accord? Pour C, j'aurai moins 3, moins 1, c'est moins 2. Pas de modification. Pour D, j'aurai moins 1, moins 3, c'est moins 4. Pour E, je vais avoir moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et pour F, je vais avoir 4. Je garde le 4. D'accord? Donc, on va mettre tout ça dans le tableau. Donc, on va mettre tout ça sur ce tableau-là. Alors, est-ce qu'on a atteint la convergence? Donc, on est arrivé à la fin. K égale à 5. Non. Non. Donc là, Mais on a atteint la limite des voilà. itérations. Très bien. Donc, il existe un J pour lequel on n'a pas d'égalité. Et avec ça, on a atteint la limite des itérations. Donc là, on peut confirmer qu'il existe un circuit absorbant. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Donc, juste 2 minutes pour parler un peu de une petite comparaison entre les deux algorithmes, Dijkstra, Ford-Bellman. Donc, Dijkstra, c'est pour les graphes à poids positif seulement. Ford-Bellman, c'est pour les deux, si vous voulez. D'accord? Par rapport à la complexité, elle est mesurée en fonction de la représentation numérique du graphe. Si le graphe est représenté à travers des listes d'adjacence, la complexité pour Dijkstra sera de l'ordre de n plus m log de n. M, c'est le nombre d'arcs, n, c'est le nombre de sommets. Elle sera de complexité de l'ordre de n fois m si on est avec Ford-Bellman. D'accord? La complexité dans le cas où la représentation graphique est par des matrices d'adjacence, elle sera de l'ordre de n au carré pour Dijkstra et de l'ordre de n au cube
pour Ford-Bellman. Donc là, vous pouvez, alors si je vous pose la question, dans le cas où vous avez un graphe à poids positif, et on est maintenant sûr qu'on peut utiliser les deux algorithmes. Quel est l'algorithme à utiliser? Dijkstra. Dijkstra, puisque là, c'est de l'ordre de n au carré. D'accord? Voilà, là aussi, si vous avez un graphe qui est dense, c'est-à-dire vous avez beaucoup de liens, et que le n ici, il est à peu près égal à n au carré. D'accord? Donc là, vous allez retrouver cette complexité de l'ordre de n au cube. Pareil ici, si m est à peu près n au carré, donc vous allez retrouver cette complexité. Bien, j'espère que tout est clair pour vous. D'accord? On va prendre une petite pause. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement d'abord.